Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 27e épisode de la série qui s'est beaucoup fait attendre entre les vacances et quelques imprévus. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour mettre en place le menu principal dans notre jeu. Ce sera donc la première scène qui sera chargée lorsqu'on lancera le jeu et depuis ce menu, on pourra reprendre là où on s'est arrêté, donc charger les données qu'on a enregistrées potentiellement grâce au système mis en place à l'épisode précédent. On pourra aussi lancer une nouvelle partie de zéro, modifier quelques options et fermer l'application. Je vous rappelle que toutes les vidéos que je réalise sur cette chaîne sont entièrement gratuites et si c'est possible, c'est grâce au tipeur dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mon travail et que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Tipeee ou Utip. Les liens sont en description. C'est grâce aux dons effectués sur ces deux plateformes que le contenu est gratuit et que cette chaîne continue d'exister après de nombreuses années. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour et on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis dans la scène habituelle mais on ne va pas perdre de temps sur cette scène aujourd'hui. On va surtout aller en créer une nouvelle. Depuis File, New Scene, on va créer une nouvelle scène Basic Built-in. On appuie sur Create. Petite information qui n'est pas particulièrement importante mais que je vous partage quand même, j'ai effectué une mise à jour mineure du logiciel Unity vers la version 2021.3.16. Précédemment, j'avais la version 2021.3.9. J'ai donc effectué une mise à jour mineure que vous n'avez pas besoin de faire de votre côté. La raison pour laquelle j'ai effectué cette mise à jour, c'est que j'avais un crash à chaque fois que j'utilisais le CTRL Z, donc vraiment quelque chose de pas pratique lorsqu'on utilise Unity. Mais si de votre côté vous n'avez pas ce problème, inutile de faire les mises à jour, vous pouvez rester sur la 2021.3 que vous avez normalement actuellement vu que c'est la version que je vous ai conseillée au tout début de la série. Allez, on va commencer la mise en place de notre menu. Alors ça va être un menu qui visuellement va être particulièrement simple. Mon but c'est surtout de mettre en place quelque chose de fonctionnel et vous pourrez ensuite de votre côté modifier les couleurs, les textures, ajouter une vraie scène, un fond, des décors, etc. pour le background de votre menu. Mais dans un premier temps, on va vraiment mettre en place la partie fonctionnelle. On va commencer par se rendre dans GameObject, UI et on va ajouter un panel. Je vais passer en mode 2D, ce sera plus simple pour travailler sur ce menu. Je vais changer la couleur, je vais plutôt mettre du noir, mais je vais laisser l'alpha à sa valeur par défaut, donc il y aura un petit peu de transparence. Je vais modifier le Rect Transform, je vais plutôt mettre ça sur la gauche, et je vais un petit peu modifier la taille de ce menu, alors je ne sais pas exactement combien ce sera au final, donc pour l'instant je vais mettre environ 360 par 330 et je vais mettre ce panel plutôt sur le côté. Donc ce panel il va faire office de background dans cette première version du menu. On va y ajouter à l'intérieur les différents boutons pour les actions. Sur cet objet, je vais ajouter un vertical layout group pour qu'on puisse ajouter à l'intérieur des boutons qu'on va aligner à la verticale. Et on peut déjà créer le premier, clic droit, UI, et je vais utiliser les legacy buttons pour l'instant. Sur ce bouton, on va ajouter un layout element pour qu'il soit bien pris en compte par le vertical layout group. Sur ce bouton, je vais modifier la longueur à 330 et je vais mettre la hauteur à 60. Je vais en profiter tout de suite pour modifier la taille du texte qu'il y a à l'intérieur. Et pour ce premier bouton, je vais indiquer load save, vu que ce sera le bouton qui va me permettre de charger ma sauvegarde. Et ce bouton aura la particularité de n'être activé justement que s'il y a une sauvegarde disponible. Donc on puisse charger les données s'il y en a, et sinon on pourra juste créer une nouvelle partie. Au niveau du design de ces boutons, je ne perds pas trop de temps, comme je vous le disais, là je me concentre vraiment sur la partie technique. Moi je vais aller très vite, je vais juste mettre en gras, augmenter la taille à 28, et ce sera à peu près tout. Sur le panel, donc le parent, on va modifier un tout petit peu le vertical layout group, on va aligner tout ça au centre, middle center, et on va pouvoir dupliquer le bouton qu'on a ajouté. Donc on le sélectionne et on fait CTRL D jusqu'à avoir 4 boutons vu qu'il y aura 4 principales actions. On va aller renommer ces objets pour s'y retrouver plus facilement. Donc on aura load, save, button, on aura new game button, options button,
Et pour finir, quit button. On va modifier les textes à l'intérieur des boutons, donc on l'a fait pour le premier, je vais le faire pour le suivant. Et maintenant qu'on a tous nos boutons, eh bien on va pouvoir créer un script moteur qui va contenir toutes les actions pour notre menu. Je vais renommer le panel en menu panel et dessus directement, je vais créer un nouveau script que je vais appeler main menu. On va pouvoir ouvrir ce script main menu. On va commencer par le plus simple qui est de créer une nouvelle partie. Et cette action, elle revient en fait à charger la scène sur laquelle on a travaillé depuis le début de cette série. Pour pouvoir charger des scènes, il faut qu'on importe Unity Engine.scene management. On n'aura pas besoin de la void update, donc je vais en profiter pour changer son nom et ce sera new game button. Il faut qu'on mette cette méthode en public, ça c'est très important, pour qu'on puisse attribuer cette action, cette méthode à un bouton. Et à l'intérieur, on peut juste faire du coup sceneManager.load scene et entre parenthèses et entre double quotes, on va mettre le nom de la scène qu'on souhaite charger. Justement, la scène qu'on souhaite charger, chez moi, je l'ai juste appelée scène. Elle traîne ici dans le dossier asset depuis le début. D'ailleurs, la scène sur laquelle on est en train de travailler, ce serait bien de la sauvegarder, donc on peut faire CTRL S ou File Save Scene. Et je vais aller enregistrer cette scène dans le dossier scène, du coup, et je vais l'appeler main menu. Enregistrer. Justement, chez moi, dans ce dossier scène, vous avez probablement remarqué que j'ai une scène qui s'appelle Sample Scene. C'est une scène d'exemple qui est créée par Unity lorsqu'on génère un nouveau projet, et chez moi, je ne l'ai jamais utilisée. Si je double-clique dessus, on peut voir que c'est une scène totalement vide. On a la caméra et la directional light habituelle. Donc c'est pas la scène sur laquelle je travaille depuis le début. Je peux donc simplement la sélectionner ici, Sample Scene, et la supprimer. En ce qui concerne du coup ma scène principale, je vous le disais, elle traîne dans le dossier Asset. Donc pour la ranger, je vais aller également la mettre dans le dossier scène au pluriel. Mais vous devriez également retrouver chez vous un dossier qui a le même nom que cette scène. Donc chez moi, il est juste là, scène. Et à l'intérieur, on retrouve le fameux navmesh. Donc c'est le navmesh généré sur cette scène et qui est utilisé par les intelligences artificielles. Donc techniquement, il ne faut pas le supprimer, bien qu'on puisse le régénérer, ça pose pas de problème. Et ce que je vais donc en faire, c'est simplement glisser ce dossier scène que moi j'ai au singulier dans le dossier scène au pluriel. On va juste vérifier que notre scène habituelle fonctionne bien, donc je vais aller la charger, elle est ici. On me demande si je veux sauvegarder sample scene, du coup non, vu que je viens de la supprimer, j'en ai pas besoin. Et ici, j'ai bien ma scène habituelle qui a été chargée, alors j'ai toujours mon ours, mon personnage, mes objets, etc. On peut juste passer dans l'onglet Window, puis AI Navigation, et on peut vérifier que le navmesh est toujours bien présent, donc on a toujours bien la texture bleue par-dessus notre scène. Dans le doute, vous pouvez toujours passer dans Bake et cliquer sur Bake pour la mettre à jour. Maintenant qu'on a fait un petit peu de ménage avec nos scènes, qu'on les a bien rangées dans un dossier à part, il faut qu'on ajoute les différentes scènes qui vont constituer notre jeu, qui vont être utilisées dans le jeu, dans le build settings. Ça nous permettra de réellement les charger. On va aller dans File, puis Build Settings, et on retrouve en haut un petit cadre Scene in Build. Concrètement, ici, on a la liste de toutes les scènes qui vont être utilisées dans notre jeu, dans le build final. Chez nous, cette liste, elle est vide, c'est pour ça qu'on n'a rien ici. Et on va simplement faire un glisser-déposer de nos différentes scènes. Donc je vais glisser Main Menu, et je vais glisser ma scène principale, celle de gameplay, celle de jeu. On va les mettre dans cet ordre-là, toujours le menu en premier, parce que ça va être la première scène qui va être chargée au lancement du jeu, donc lorsqu'on va lancer l'exécutable. Puis ensuite, l'ordre n'a plus vraiment d'importance. C'est surtout la toute première qui doit absolument être le menu. Comprenez que toutes les scènes que vous allez créer dans l'éditeur Unity, si vous ne les ajoutez pas là-dedans, on ne pourra pas les utiliser en jeu. Une fois que c'est fait, cette fenêtre elle est sauvegardée automatiquement, donc on peut juste fermer ici. Et on peut revenir dans notre script, et comme je vous le disais ici, il faut qu'on précise le nom de la scène. Donc chez moi, ça s'appelle juste scène.
Vous pouvez lui donner un nom un petit peu plus explicite, main scene, gameplay ou quelque chose comme ça. De mon côté, je n'en aurai que deux, le menu et la scène principale, donc je vais pas trop me compliquer la vie. On peut déjà sauvegarder ce script. On va revenir sur Unity. On va charger notre scène du menu principal. Alors je vais valider la sauvegarde de la scène. Et sur mon bouton New Game Button, dans l'inspecteur, je vais pouvoir ajouter un événement onClick dans le component button, donc une action au moment du clic sur le bouton. Je vais glisser ici le parent, menu panel, et l'action, elle se trouve sur le script main menu qui est sur cet objet, et ça va être New Game Button. Et on peut déjà tester ça, on va appuyer sur Play, et logiquement, si je clique sur New Game, je devrais avoir ma scène habituelle, ma scène de gameplay qui va se charger automatiquement. On a donc déjà notre premier bouton qui est traité, on peut lancer une nouvelle partie. On peut arrêter le mode play et directement on est renvoyé sur la scène du menu depuis laquelle on a lancé l'exécution du jeu. On va en profiter pour mettre en place l'action du bouton quit parce que c'est également quelque chose de très rapide. On va créer une nouvelle méthode. Et à l'intérieur, on va juste mettre un application.quit. On n'a rien d'autre à faire, c'est vraiment le plus rapide à mettre en place. On sauvegarde donc notre script et sur le quit button, on ajoute une action. On glisse menu panel, on va chercher le script main menu et Quick Game Button. A savoir que la particularité de cette ligne application.quit, c'est qu'elle ne fonctionne pas dans l'éditeur Unity directement. Donc si j'appuie sur Play et que je clique sur le bouton Quit, il ne va rien se passer. C'est normal et heureusement parce que si on fermait l'éditeur Unity à chaque fois, ce serait pas très pratique. Mais ce bouton il sera bien fonctionnel lorsqu'on aura compilé notre jeu et qu'on l'exécutera. On va maintenant s'attaquer au bouton Load Save qui lui va être un petit peu particulier. Tout d'abord, on veut que ce bouton il soit actif et utilisable seulement s'il y a des données sauvegardées. Et la manière qu'on va utiliser pour savoir s'il y a des données sauvegardées, c'est simplement de se baser sur le fichier de sauvegarde. Donc là, je suis en jeu, je vais juste ramasser un objet et je vais appuyer sur F5 pour lancer la sauvegarde. Dans la console, on avait fait en sorte qu'il y ait un debug.log qui apparaisse avec l'emplacement du fichier de sauvegarde. Je vais justement accéder à cet endroit, donc je vais copier le path et je vais aller accéder du coup à mon fichier, je mets le path, je fais entrer et il est effectivement ici. Donc c'est ce fameux savedata.json. On l'a vu lorsqu'on a mis en place le système de sauvegarde, on peut créer des fichiers, on peut lire des fichiers. Et du coup, on peut vérifier la présence d'un fichier. Et on va faire en sorte que si ce fichier est bien présent, alors on va faire en sorte que le bouton soit utilisable. Et si on ne trouve pas ce fichier, alors on va désactiver le bouton. Donc on peut revenir sur Unity, on va désactiver le mode Play. Et il existe, ça c'est plutôt pratique, sur les boutons par défaut, une booléenne ici, interactable, qui, lorsqu'elle est décochée, va, comme vous pouvez le voir, griser le bouton. Et à ce moment-là, du coup, on ne pourra pas du tout cliquer dessus. En tout cas, les actions ne seront pas prises en compte. Donc on va se servir de ça et on va activer et désactiver le bouton selon la présence du fichier de sauvegarde. On peut donc aller dans notre script main menu. On va commencer par ajouter une référence à ce bouton pour pouvoir accéder à cette boolean interactable. Donc serialize field, private, de type button. Il faut qu'on ait accès à Unity Engine.ui. On va l'appeler load game button. Et dans la void de start, on va aller vérifier du coup la présence du fichier. Et on va utiliser pour ça les mêmes classes qu'on avait utilisées. On va dire if system.io.file et il existe une méthode qui s'appelle littéralement exist avec entre parenthèses un argument à passer, ça va être le chemin du fichier. Si le fichier existe, on va rentrer dans cette condition, sinon on passera dans le else. Pour le chemin du fichier, je vous invite à ouvrir votre script save system que vous avez créé à l'épisode précédent et dans lequel on définit une variable filepath avec la valeur qu'on a ici. Application persistent datapath / et le nom du fichier de sauvegarde chez moi, c'est le savedata.json. On va copier tout ça
Donc la première partie avec application persistent data path plus la valeur en string ici. On va copier ça et on va simplement le coller ici à l'intérieur de la méthode exist. Et en soi, plutôt que d'utiliser le if, on peut même complètement l'enlever avec les parenthèses et on peut juste dire ici loadGameButton.interactable égale à cette ligne. Étant donné que cette partie va nous renvoyer true ou false, on peut directement l'attribuer à la valeur interactable. On va sauvegarder, on va tester. Il ne faut pas oublier dans menu panel de glisser load save button dans la variable qu'on a créée. Vous l'avez vu chez moi, le fichier il existe bien, donc le bouton il devrait rester actif. C'est effectivement le cas. Et si je supprime ce fichier et que j'appuie sur play, normalement on ne devrait pas le trouver et du coup le bouton est effectivement grisé. Donc impossible de charger une partie parce qu'on n'a pas de données sauvegardées. Je vais aller générer un fichier de sauvegarde, ça sera quand même plus pratique pour tester ça. Donc je vais juste ramasser un élément, j'appuie sur F5 et je peux arrêter le mode play. Donc il y a de nouveau un fichier qui a été généré, save data, ce qui veut dire que maintenant le bouton sera toujours actif et on va pouvoir réellement mettre en place le chargement des données. En soi, le bouton Load Save et New Game aura une action commune, c'est le fait de charger la scène principale. Dans tous les cas, c'est ce qu'on veut faire. Mais il va y avoir une particularité évidemment si on charge une partie, parce qu'on va vouloir charger la scène, mais en plus on va vouloir récupérer les anciennes données, donc l'inventaire et toutes les autres choses qu'on a sauvegardées. On peut donc déjà commencer par copier ce qu'on a fait pour le New Game Button, créer une méthode Load Game Button qui fera la même chose. Maintenant la différence, c'est qu'il va falloir qu'on passe une information depuis ces méthodes à la scène principale qu'on va charger. Est-ce qu'on doit charger les données qu'on a trouvées ou est-ce qu'on ne doit pas le faire? Et pour passer des informations d'une scène à une autre, on a plusieurs moyens. On peut utiliser une classe statique, on peut utiliser don't destroy on load pour garder un objet d'une scène à une autre et ajouter sur cet objet des informations, avec un script par exemple. On peut utiliser les player pref. On peut, comme on l'a fait pour le système de sauvegarde, créer un fichier et passer l'information à l'intérieur. Est-ce qu'il faut charger les données, oui ou non? Bref, il y a plein de solutions différentes pour passer des informations d'une scène à une autre, l'idée étant toujours de trouver la plus efficace et la plus simple à mettre en place. J'ai décidé d'opter pour l'utilisation d'une variable statique. En soi, on n'a qu'une seule information à passer d'une scène à une autre pour l'instant, donc ça devrait faire l'affaire. Dans cette classe main menu, on va ajouter une variable publique statique de type booléenne et qu'on va appeler load saved data. On va dire que dans le cas où on clique sur New Game Button, load saved data doit être égal à false parce qu'on ne veut pas charger des données, on veut vraiment partir de zéro. En revanche, si on charge la partie, dans load game button, on va dire que load save data va être égal à true. Et du coup, cette valeur load save data, on y aura accès facilement vu qu'elle est statique et depuis les autres scripts. Donc dans notre script save system, qui lui est présent du coup dans la scène de gameplay, on va pouvoir ajouter une void start et à l'intérieur on peut dire que si main menu.load save data est à true, alors dans cette méthode on a juste à appeler load data, notre méthode ici qui va aller charger les données. Et rien qu'avec ça, ça devrait fonctionner. On va aller sur le bouton load save qu'on a ici, il faut qu'on ajoute l'action pour charger les données, donc la bonne méthode, faut pas oublier. Donc menu panel, main menu, load game button. On va appuyer sur play. Je vais déjà tester de créer une nouvelle partie, donc là on devrait vraiment recommencer de zéro. Si je regarde dans mon inventaire, j'ai bien les objets par défaut, donc moi je commence toujours avec 99 de bois. Dans mes données sauvegardées, j'avais l'épée ou un équipement, je sais plus ce que j'ai sauvegardé, mais en tout cas j'avais autre chose dans l'inventaire. Donc on peut arrêter le mode play et relancer. Et cette fois-ci, on va faire load save, ce qui fait que je suis bien envoyé
dans la scène de gameplay, mais en plus, dans mon inventaire, je retrouve l'élément que j'avais lors de ma sauvegarde, donc mon équipement ici. On peut refaire un petit test rapide, cette fois-ci en ajoutant quelques éléments dans la scène, un petit peu plus distinctifs. Donc voilà, je place quelques objets, j'appuie sur F5, je quitte la partie, je rappuie sur Play, et si je fais Load Save, je devrais reprendre exactement la position à laquelle j'étais, avec mes équipements, mon inventaire, et les structures qu'on a placées. Donc les différentes données qu'on a sauvegardées à l'épisode précédent. Donc ça fonctionne plutôt bien, on peut charger nos données, mais on peut aussi tout à fait créer une nouvelle partie de zéro. On a donc traité la majorité des boutons de notre menu, Load Save, New Game et Quit fonctionnent. On va maintenant s'attaquer aux options. On va en avoir un certain nombre, donc on va tout regrouper dans un nouveau panel qu'on va créer à part. Donc sur le canvas UI, on va créer un panel, on peut l'appeler Options Panel. Sur le Rect Transform, je vais mettre en Middle Right et je vais adapter un petit peu la taille avec quelque chose à peu près comme ça. Tout comme le menu qu'on a sur la gauche, je vais passer le fond en noir et je pense que ce sera finalement mieux de mettre vraiment Middle Center pour le Rect Transform et on va faire pareil pour le menu panel qu'on a créé tout à l'heure avec le Rect Transform ici. On va ajouter à l'intérieur du coup de ce nouveau panel tout le nécessaire en termes d'options. On peut faire un clic droit, on va commencer par ajouter un drop-down qui est dans Legacy, dans lequel on listera toutes les résolutions d'écran possibles, avec aussi la possibilité de choisir le refresh rate du jeu. Donc si on a un écran 60 Hz, on pourra mettre 60, si on a du 144, on pourra mettre 144, etc. Par défaut, c'est un petit peu petit, donc je vais multiplier par 2 le width et le height, et je vais mettre ça en haut à droite. Les options qu'on aura à l'intérieur, donc toutes les possibilités de résolution, on ne va pas les saisir à la main. Le drop-down il sera rempli automatiquement au démarrage avec toutes les valeurs nécessaires, sinon on va perdre beaucoup trop de temps. On va également ajouter une autre option, donc je vais refaire un clic droit sur Option Panel, UI, et cette fois-ci je vais ajouter un toggle qui va nous permettre d'activer ou de désactiver le mode plein écran. Alors par défaut, on retrouve un label qui est à l'intérieur et qu'on va pouvoir supprimer. On les ajoutera tout à l'heure nous-mêmes, les labels. Et à l'intérieur, on va changer la taille de la checkmark. Je vais mettre 50 par 50. Le background, pareil, 50 par 50. Et la taille du toggle, on va mettre pareil, 50 par 50. On va juste bien réaligner le contenu avec le contour qu'on a ici, donc sur background. Sur pose X, on va mettre 25 et sur pose Y, on va mettre moins 25. On peut ensuite déplacer cet élément, on va le mettre en dessous de l'autre. Voyons voir, dans l'onglet Game, c'est pas trop mal. Donc on ajoutera du texte sur la gauche pour dire à quoi correspondent toutes ces options qu'on aura à droite. On va encore ajouter un autre élément, clic droit sur Options Panel, UI, et on va ajouter un slider qui va nous permettre de modifier le volume du jeu. Donc on pourra mettre plus fort ou moins fort. Encore une fois, je vais augmenter un petit peu la taille de cet élément, alors je vais lui faire prendre toute la longueur comme le drop-down, donc 320. Peut-être augmenter un peu la hauteur, on va faire x2. Ça va un petit peu déformer le handle, donc c'est la petite poignée, le petit cercle blanc qu'on a ici. Donc on peut aller à l'intérieur, handle slide area, handle, et en taille, on va pouvoir lui mettre 40 par 40. Sur X, on va mettre à 0 et position Y à 20. Voyons voir dans l'onglet Game, ça rend pas trop mal. Et on va peut-être ajouter un dernier élément dans nos options qui va nous permettre de supprimer les données du jeu. Donc c'est le fameux fichier saved data. Si jamais on a une sauvegarde en cours et qu'on veut s'en débarrasser, eh bien on aura un bouton ici pour effacer les données. Donc pour ça, Options Panel, clic droit, UI, Legacy Button. Comme pour les autres, je vais multiplier la taille par 2. Je vais le mettre en dessous du reste. Et on a fini d'ajouter toutes nos options.
On va ajouter maintenant à gauche de chacune d'entre elles un texte pour indiquer à quoi elles correspondent. Donc là, ça va être plutôt simple. Je vais faire le premier avec vous et ensuite ce sera en accéléré. Un clic droit sur Options Panel, UI, Legacy, on va ajouter du texte. Je vais passer le texte en blanc, je vais le mettre en gras, un petit peu plus gros. Je vais l'aligner sur la droite et au centre. Et je vais simplement le mettre à côté des options. Et je vais indiquer ici résolution. Alors, resolution, vu que j'ai plutôt mis le menu en anglais. Et ce texte, je vais le dupliquer et simplement mettre les copies en dessous. Je vais également écraser un petit peu le panel, vu que je l'avais fait un petit peu grand. Et je vais bien tout replacer à l'intérieur. Et nous y voilà. Visuellement, on est bon. Il ne nous reste maintenant plus qu'à effectivement ajouter toute la partie technique derrière ces options. On va donc pouvoir retourner dans le script qu'on avait tout à l'heure et on va commencer par gérer les différentes résolutions de notre jeu. Dans la void start, on va créer une variable de type resolution qui sera une array, on en aura plusieurs qui seront possibles, qu'on peut appeler resolutions au pluriel, et on va aller les récupérer dans la classe screen.resolutions. Pour pouvoir ajouter toutes les résolutions qu'on a récupérées dans le dropdown, il faut qu'on ait accès à ce dropdown. Donc on va ajouter une variable resolutions, peut-être au pluriel. Maintenant qu'on a récupéré toutes les résolutions possibles, on va commencer par accéder aux resolutions dropdown et on va faire un clear options, ce qui va vider toutes les options disponibles par défaut dans le dropdown. Maintenant on a récupéré les résolutions, mais on a un petit peu envie de mettre en forme les différentes options qu'on va proposer dans le dropdown. On veut par exemple afficher longueur de l'écran fois hauteur de l'écran, et les résolutions sur Unity ont la petite particularité de contenir également la framerate. Donc il faut qu'on mette bien en forme les différentes options pour que ce soit clair. Pour se faciliter un petit peu la vie, on va se créer une nouvelle liste temporaire de type string qu'on va appeler resolution options, donc ce sera les différentes options possibles. On va dire que par défaut, ça va être une nouvelle liste de string. Et pour que le système soit bien initialisé, on va présélectionner la résolution actuelle du joueur, donc celle avec laquelle il a lancé le jeu pour la première fois. C'est quelque chose qu'on va stocker dans une variable int, current resolution index, qu'on va mettre à 0 et qui sera automatiquement choisi juste en dessous. On va faire une boucle for each. On va passer sur des éléments de type résolution, qu'on peut appeler resolution in resolutions. Ça correspond à tout ce qu'on a récupéré ici. Et à l'intérieur, on va créer une string qui va correspondre du coup au texte de l'option, ce qu'on va afficher dans le dropdown, pour chacune des résolutions possibles. Donc on peut appeler ça option, et cette string, elle sera constituée de resolution.with. On va afficher ensuite un x, on va mettre des espaces autour, puis on va afficher resolution.height, et on va également afficher entre parenthèses le taux de rafraîchissement. Si jamais vous ne comprenez pas tout à fait ce qu'on est en train de faire, ce sera beaucoup plus clair une fois que le système sera terminé, donc accrochez-vous. On va donc pouvoir y accéder depuis resolution.refreshRate. Ce sont les trois informations qu'on a dans une classe de type résolution, c'est la longueur, la hauteur et le taux de rafraîchissement. Et je vais donc encore mettre un plus, et je vais indiquer le symbole Hertz, donc c'est HZ, et je ferme la parenthèse. Et point virgule pour finir. Maintenant qu'on a bien mis en forme notre option, on va aller l'ajouter à la liste des options possibles, donc resolutionOptions.add, et on ajoute l'option qu'on vient de mettre en forme. Étant donné qu'on est en train de passer sur toutes les résolutions qu'on a pu récupérer, on va en profiter pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, présélectionner celle qu'on a actuellement. Donc pour vérifier ça, on peut juste dire si la résolution sur laquelle on est en train de boucler, et plus précisément sa largeur est égale à la largeur actuelle de l'écran, screen.with, et que la résolution sur laquelle on boucle, plus précisément sa hauteur,
est égal à la hauteur actuelle de l'écran, alors on va dire que current resolution index va être égal à l'index de la résolution sur laquelle on est en train de boucler. Sauf qu'ici j'ai fait une petite bêtise, j'ai utilisé un for each, du coup je n'ai pas accès à l'index. C'est pas grave, on va pas tout réécrire, on va le faire assez rapidement. Je vais juste modifier le for each en for. On va dire int i égale 0, point virgule, i inférieur à resolutions.length, point virgule, i plus plus. Et ici, au lieu de resolution, on va mettre resolutions au pluriel entre crochets i. Et on va faire pareil partout où on a resolution, hop, hop et hop. Et du coup ici, on peut juste dire égal i. Maintenant qu'on est passé sur toutes nos résolutions, qu'on sait celle qui est sélectionnée et celles qui sont disponibles, on va accéder au drop-down, resolution drop-down, et on va faire add options, une méthode qui est faite pour ajouter du coup des options dans le drop-down, en passant resolution options, notre liste ici qu'on a remplie avec tout ce qui était disponible. On en profite également, vu qu'on sait quelle résolution est sélectionnée grâce à cette petite condition ici, pour dire resolution dropdown.value égale current resolution index. Dans l'éventualité où le système n'aurait pas détecté automatiquement la résolution du joueur, s'il avait une résolution un peu exotique, eh bien c'est pas grave, on appliquera la value 0, donc il n'y aura pas d'erreur, on aura au moins une résolution sélectionnée par défaut, même si c'est pas tout à fait la bonne. Et pour finir, resolution dropdown.refresh shown value pour bien mettre à jour le dropdown. On peut sauvegarder et on peut déjà aller tester ça. Sur notre script main menu, il faut qu'on précise le dropdown pour les résolutions. Donc on va glisser dropdown qu'on a ici. Mon handle de slider fait un petit peu des siennes, je ne sais pas trop pourquoi. Donc il va falloir qu'on jette un œil à ça. Mais en tout cas, au niveau des résolutions, on en a bien une qui a été sélectionnée par défaut et on voit effectivement 640 par 480, entre parenthèses, 60 Hz. Et si on ouvre ce drop-down, on peut voir qu'il y a plein de résolutions qui sont maintenant proposées. Ce remplissage automatique, il est basé sur votre écran, sur les paramètres de votre écran qui ont pu être récupérés par Unity. J'ai un écran 144 Hz, mais pour une raison inconnue, l'éditeur ne l'a pas détecté, mais je pense que dans un format build, il le détectera sans problème. Vous avez sûrement remarqué que le slider chez moi, il fait un petit peu n'importe quoi, alors surtout le handle qu'on a ici. Alors je vais juste le recréer proprement. Donc je vais le sélectionner, je vais le supprimer. Et sur Options Panel, UI, je vais recréer un slider que je vais mettre ici et que je vais tirer en longueur. Et pour le handle, plutôt que de le modifier avec le weave et le height et tout, le rect transform qu'on a ici, il y a une petite technique qui consiste à passer plutôt par le scale, ce qui évitera de casser le visuel. C'est toujours la joie d'utiliser le UI de Unity. Et effectivement, si j'appuie sur Play, là, ça a l'air déjà un petit peu mieux. Donc passez plutôt par le scale si vous voulez modifier la taille du handle qu'on a ici, de la petite poignée. Le résultat sera beaucoup mieux. On va juste rapidement revenir sur le système de résolution qui n'est pas tout à fait terminé encore. Donc on a bien fait en sorte que les différentes options s'ajoutent dans les choix. Par contre, il faut qu'on dise à Unity ce qu'il va se passer lorsqu'une résolution est sélectionnée. On peut donc aller sur le drop-down. On va descendre un petit peu. Et ici, on a On Value Changed. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque la valeur du drop-down va changer? On va appuyer sur plus. Et on va devoir ajouter ici l'action à exécuter. Cette action, on l'a pas encore, on va aller la créer. On peut descendre un petit peu, on va ajouter une méthode pour ça, en public, qu'on va appeler setResolution. Cette méthode, elle va prendre un paramètre resolution index, et à l'intérieur, on va commencer par récupérer la résolution basée sur l'index qu'on a passé. Donc on peut faire un screen.resolutions et on va récupérer entre crochets ici resolution index. Puis on peut accéder à la classe screen et la méthode setResolution qui va nous permettre de mettre à jour la résolution actuelle par celle qu'on a sélectionnée. Donc résolution, on commence par préciser la longueur, width, ou la largeur plutôt,
Ensuite, on précise la hauteur, height. Et pour finir, on a un troisième argument qu'on peut passer qui est optionnel, mais qui va nous permettre de définir si au moment du changement de résolution, on est censé être en plein écran ou en fenêtré. Et ici, plutôt que de décider true ou false, on peut simplement dire screen.fullscreen, ce qui veut dire que si on est en plein écran, on restera en plein écran au moment du changement de résolution, et si on est en fenêtré, on restera en fenêtré. On peut sauvegarder. Alors je vais juste en profiter pour ajouter un tout petit espace ici avant les parenthèses et le hertz qu'on a ici pour séparer un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus joli dans le drop-down. Il ne faut pas oublier dans le drop-down du coup de bien rajouter l'action ici. Et là il va y avoir une petite particularité. Donc c'est bien menu panel, dans le main menu qu'on a l'action, mais c'est pas le set resolution qu'on va sélectionner, celui qui est ici, c'est celui qui est tout en haut. Dynamic int set resolution. La différence, c'est qu'avec celui qu'on a en dynamique, automatiquement, lorsqu'on va appeler cette méthode, on va passer en paramètre l'index de l'option sélectionnée. Donc on va automatiquement appliquer la résolution dont on a choisi l'option. On en a terminé maintenant avec la résolution, on peut passer à l'élément suivant, full screen. Celui-là va fonctionner d'une manière particulièrement simple, on va retourner dans le script. On va se créer une méthode dédiée. Et ici, on peut juste accéder à la classe screen.fullscreen et dire qu'on va être égal aux paramètres qu'on a passés. On peut revenir sur Unity. On va choisir du coup notre toggle. Sur la droite, on va ajouter une action. On glisse menu panel et on va chercher dans main menu, encore une fois ici, une dynamic bool set full screen. Encore une fois, ça nous permet, si on coche la case ici, d'envoyer directement true à cette méthode, et si on la décoche, on enverra false. Le full screen, c'est pareil que la résolution, on ne peut pas le tester directement sur Unity, donc ça sera à confirmer un petit peu plus tard lorsqu'on aura le build du jeu. Ok, on va maintenant pouvoir s'attaquer à l'option suivante, donc le volume. Alors, ça fonctionne d'une manière un petit peu particulière. Il faut vraiment connaître, ou alors il faut avoir lu la doc de Unity sur le sujet pour bien s'y retrouver. Je vais essayer de passer assez rapidement dessus en vous expliquant un petit peu ce que je fais. Mais clairement, si vous voulez un petit peu vous améliorer au niveau des sons sur Unity et voir un peu comment ça fonctionne, il faudra aller plus loin de votre côté. Tout d'abord, pour pouvoir gérer le volume de différents éléments qui vont faire du bruit, que ce soit de la musique, des sons, etc., il va falloir qu'on utilise ce qu'on appelle un audio mixer. On va en créer un ensemble. On peut faire un clic droit dans le project, create, audio mixer. On peut lui donner un nom. Chez moi, ce sera main mixer. De toute façon, il n'y en aura qu'un. Et on peut double-cliquer dessus, ce qui va ouvrir une fenêtre audio mixer qui va ressembler à celle-là. Alors, pas besoin de prérequis, je vous rassure, ça va être assez simple. On va vraiment pas trop customiser le système. On va vraiment faire une seule piste audio qui sera liée du coup au slider qu'on a ici. Vous voyez que par défaut, on a un groupe master avec la piste master qu'il y a ici. Et c'est en fait ce qu'on appelle le volume master, c'est le volume général du jeu. On peut créer à l'intérieur de ce groupe master plusieurs sous-pistes. Par exemple, une piste pour la musique, une piste comme je vous le disais tout à l'heure pour les sons, une pour les menus par exemple, etc. Mais chez nous, on va rester simple, on va garder que master. Donc on peut le sélectionner. Sur la droite, on a le volume de cette piste qui apparaît ici. Et on va avoir besoin d'accéder à ce volume pour pouvoir le modifier depuis le slider. Et pour faire ça, on va faire un clic droit dessus et on va faire Expose Volume of Master to Script, ce qui va nous donner la possibilité d'y accéder. Ce paramètre, on va le retrouver du coup dans cette petite liste ici qui est un petit peu cachée. Et surtout, il va falloir qu'on le renomme, parce que là, par défaut, il s'appelle MyExposedParam. Donc on peut faire un clic droit, Rename, et on va simplement l'appeler Volume. Voilà, notre audio mixer, maintenant il est configuré. On va rien avoir d'autre à faire ici. On va juste aller préciser à tous les objets qui peuvent émettre des sons, qu'ils doivent les émettre sur cette piste master. Donc pour ça, on va revenir dans Project, on va aller dans notre scène de gameplay, et dans cette scène, on va aller chercher tous les objets qui ont une audio source. Donc dans la hiérarchie, vous pouvez taper audio source et automatiquement, ça va vous lister tous les éléments qui en ont. Chez moi, il n'y en a que 2,
Player et Bear, donc l'ours. Je peux tous les sélectionner et sur la droite, je vais avoir le component audio source qui va apparaître. Dans Output, ici, on va cliquer sur le point qu'on a sur la droite et on va pouvoir sélectionner Master, qui est donc la piste à l'intérieur de Main Mixer. En faisant ça, ça veut dire que tous les sons effectués par l'ours et par le joueur seront joués sur cette piste. Et nous, justement, cette piste, c'est celle dont on va pouvoir modifier le volume depuis le menu principal. Donc, on peut sauvegarder cette scène. On va revenir dans le menu principal. On peut effacer la recherche. Et on va s'attaquer au slider. Donc, on va retourner dans le script pour le menu. Et on va créer une méthode dédiée pour modifier le volume, qu'on va appeler setVolume. On va prendre dans cette méthode un paramètre volume. Et on va avoir besoin d'accéder à l'audio mixer. Donc, on va créer tout en haut une variable de type serializeField pour cet audio mixer qu'on a créé, mais il faut aussi qu'on importe Unity Engine.audio pour y avoir accès. Une fois que c'est fait, du coup, une méthode privée de type audio mixer qu'on peut appeler audio mixer. On peut descendre du coup dans la méthode et on va dire ici qu'on va accéder à audio mixer et plus particulièrement au paramètre, à une float qui s'appelle volume. Et ce qu'on indique ici, ce nom volume, c'est en fait celui qu'on a ici dans audio mixer exposed param. Donc on va accéder à ce paramètre et ce paramètre, ça va être simplement celui qui nous permet de modifier le volume. Et on ajoute une virgule avec le paramètre qu'on a passé volume. Et normalement, ça devrait être suffisant et ça devrait fonctionner. On va juste profiter, vu qu'on est en train de travailler sur le slider, on va ajouter une référence au slider lui-même. Donc sound slider. Et dans la void de start, on va faire en sorte d'attribuer comme valeur à ce slider celle qui correspond au volume actuel. Donc plus le volume est fort, plus le slider sera sur la droite, et plus c'est faible, plus ce sera sur la gauche. On va donc accéder à notre audio mixer. On va faire cette fois-ci un getFloat pour accéder à notre paramètre volume. Et petite particularité, on ne peut pas dire qu'une variable va être égale à cette getFloat. Il va falloir qu'on utilise le paramètre outFloat pour exporter la valeur. Alors c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, comme je vous le disais, les audio mixers ça fonctionne d'une manière assez particulière. Il faut vraiment lire la doc et se pencher dedans pendant un moment pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais vous allez voir dans un instant, ça va être assez simple à comprendre. Et on va donc donner un nom à cette variable qu'on exporte, soundValue for slider. Et juste en dessous, notre slider, du coup, on peut dire que sa valeur va être égale à cette valeur qu'on vient d'exporter. Voilà, c'était rapide, c'était compliqué, mais normalement ça devrait fonctionner. On va juste rajouter des petits commentaires dans la void start parce qu'on a quand même pas mal de choses qui se passent ici. On sauvegarde tout ça, on revient sur Unity, on va aller sur notre menu panel, on va remplir les deux variables qu'on a ici. Alors d'une part, l'audio mixer qu'on a créé, qu'on glisse dans audio mixer et dans sound slider, on va glisser le slider. Sur notre slider, on va juste avoir une petite modification à effectuer au niveau des valeurs minimales et maximales. Par défaut, un audio mixer, si vous regardez, sa valeur minimale c'est moins 80 et sa valeur max c'est 20 décibels, mais 20 décibels c'est vraiment élevé. Alors dit comme ça paraît pas élevé, mais c'est vraiment élevé. Donc ce qu'on va faire sur notre slider, c'est qu'on peut définir une valeur minimale, une valeur maximale. Donc la minimale ça va être moins 80. Et la maximale, alors on pourrait mettre 20, mais moi j'ai plutôt l'habitude de mettre 0, parce que tout ce qui est entre 0 et 20 décibels sur le main mixer, c'est très très élevé. Donc 0 devrait faire l'affaire. On va pouvoir finalement tester ce système complètement, on va appuyer sur Play. Vérifiez en haut à droite ici que vous n'êtes pas en mode mute, donc vous devez avoir le même icône que moi avec le haut-parleur. Si vous avez le haut-parleur avec la petite croix, c'est que c'est pas bon, donc il faut quand même qu'on teste bien le son. Pour vérifier que le mixeur est bien affecté, vous pouvez sélectionner Master dans votre dossier Project. Et si vous baissez le volume ici, vous devriez également le voir baisser ici.
jusqu'à -80 tout à gauche, et si on va tout à droite, on devrait passer à 0. Pour tester directement en jeu, on va mettre le volume à 0, ce qui veut dire que si on s'approche de l'ours par exemple, on ne devrait rien entendre. Alors chez moi, vous l'avez entendu, j'ai fait une petite erreur, ou plutôt un oubli. C'est que sur mon ours, j'ai 2 audio sources et je n'en ai modifié qu'une seule. Sur la première, j'ai bien mis l'output sur master, par contre sur la deuxième, j'ai oublié de le faire. Donc ici, je vais sélectionner master. Cette fois-ci, ça devrait être bon, je sauvegarde, faites-le bien sur tous les ours évidemment. D'ailleurs, je vous recommande de faire override apply all, ce sera plus simple. Et on va retester depuis le main menu. Si je mets le volume à 0 et que je démarre une partie, si je m'approche de l'ours, on ne devrait rien entendre. Ni les grognements quand il se déplace, ni au moment où il me donne des coups. Par contre, si je mets le volume un petit peu plus fort, je vais peut-être pas le mettre à fond, et que je fais New Game, si je ramasse un objet, j'ai bien entendu le son. Et si je m'en équipe, c'est pareil. Donc, ça y est, le slider de volume fonctionne. C'est pas la partie la plus agréable et la plus fun à mettre en place, mais au moins, c'est réglé. On va finir avec la dernière option qu'on a ici, celle qui va nous permettre d'effacer les données qu'on a actuellement sauvegardées. Donc sur ce bouton, on va peut-être commencer par changer un peu le visuel. Et en réalité, je vais mettre à l'intérieur Clear Saved Data. Je vais passer en gras, augmenter un petit peu. Et le texte que j'ai sur la gauche, en fait, je vais l'enlever. Vu qu'on a déjà un texte dans le bouton, ça sert à rien de se répéter. Ce bouton d'ailleurs, je vais le renommer Clear Data Button. Et on va aller lui créer sa petite méthode attribuée. Toujours dans notre script main menu, on va créer une méthode delete saved data ou clear saved data. Et à l'intérieur, on peut juste dire system.io.file.delete. Et entre parenthèses, on va pouvoir indiquer exactement le même chemin qu'on a utilisé ici lors de l'initialisation du bouton de chargement des données. Donc application.persistentDataPath plus savedata.json qu'on peut copier-coller juste ici. Ça vaudrait peut-être le coup de passer cette petite expression, ou plutôt son résultat, dans une variable statique pour qu'on puisse y accéder depuis une seule et même variable et pour éviter les copier-coller qu'on a fait plusieurs fois. Alors j'ai juste un petit doute quant à l'appel de cette méthode si jamais le fichier n'existe pas. Je pense que ça va renvoyer une erreur, mais je n'en suis pas certain, donc on va essayer. On retourne sur Unity. Sur ce bouton, on va ajouter une action. On glisse menu panel, main menu, clear save data. On va appuyer sur play. Le fichier existe, et si on appuie sur clear save data, alors on nous dit rien dans un premier temps, vu que le fichier est supprimé, et si je rappuie dessus, on ne semble pas avoir d'erreur. Je rappuie sur play juste pour vérifier. Effectivement, le fichier il a été supprimé. Comme on peut le voir, en relançant, le load save n'est plus disponible. Donc on n'a pas besoin de traiter l'éventuel cas où le fichier n'existe pas. La méthode semble la gérer de son côté. Par contre, on peut juste améliorer un petit peu l'utilisation de ce bouton, parce que si on clique dessus et qu'on efface les données, on est censé désactiver instantanément ce bouton load save, vu que ça a été supprimé. Et également, ce bouton, il est censé être désactivé si jamais il n'y a pas de données sauvegardées. Alors ça, c'est optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Mais par acquis de conscience, on va faire ça proprement jusqu'au bout. On peut donc retourner dans notre script, et si jamais du coup on appelle clear save data, on va pouvoir accéder à load game button, et on va directement pouvoir dire interactable égale false. Et du coup, ce qu'on fait ici pour l'initialisation du bouton de chargement de données, on va également pouvoir le faire pour le bouton de suppression. Donc on va faire une variable privée, button, clear saved data button. Et plutôt que de faire deux fois la vérification, on va mettre ça dans une booléenne.
juste au-dessus, qu'on peut appeler save file exist. Et en dessous, on peut dire loadgamebutton.interactable save file exist. Et pareil pour le clear save data button.interactable save file exist. Et on peut sauvegarder. On va revenir sur Unity. Sur menu panel, il faut qu'on glisse ici le bouton clear data button dans la variable qu'on a créée. Et si on teste, les deux boutons devraient être désactivés par défaut, vu qu'il n'y a pas de données sauvegardées. Mais si je démarre une nouvelle partie, que je crée une sauvegarde avec F5, et que j'appuie sur Play, cette fois-ci, on a bien les boutons qui sont actifs. Et si j'efface mes données, directement, le load save se désactive. Et lui-même est censé se désactiver aussi. Donc, on va faire ça également. Ici, clear save data button.interactable égale false. Voilà, on en a terminé avec le panel des options. On va finir par juste activer et désactiver ce panel en appuyant sur le bouton Options qu'on a ici. Le mieux pour ça, c'est de créer une méthode dédiée. Enable Disable Options Panel. Il faut qu'on ait une référence aux parents du panneau. Et ici, on va pouvoir dire optionspanel.setActive, optionspanel.activeSelf. Donc si c'est activé, on désactive. Si c'est désactivé, on active. On va renseigner dans menu panel du coup Options Panel juste ici. Par défaut, Options Panel, on peut le désactiver d'ailleurs. Alors je vais juste réaligner un petit peu tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ce sera un peu mieux. Et du coup, le Options Panel, on peut le désactiver. Sur notre bouton d'option, on va ajouter une action. On glisse menu panel, main menu, et là ce sera Enable Disable Options Panel. Alors j'ai fait une petite erreur, maintenant que j'y pense. Ici c'est l'inverse de Options Panel Active Self. Et normalement, on devrait en avoir terminé. Si j'appuie sur Play, notre menu devrait être entièrement fonctionnel. J'appuie sur Options, j'ai les options qui apparaissent, je rappuie, ça se ferme. Au prochain épisode, on va mettre en place le menu pause directement dans cette scène de jeu. Le menu sera exactement le même que celui qu'on a mis dans le menu principal, mais je vous rassure, ce sera beaucoup moins long à la mise en place, vu qu'on va réutiliser la plupart des choses qu'on a mis en place aujourd'hui. Donc ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à mettre en place que tout ce qu'on a fait aujourd'hui. En attendant, de votre côté, n'hésitez pas à embellir un petit peu ce menu principal qui, comme vous pouvez le voir, est un petit peu triste, il n'est pas très joli. Vous pouvez par exemple ajouter un décor derrière, rien ne vous empêche de créer un terrain, d'importer des arbres, etc. et de créer simplement une petite scène de fond, un petit background. De mon côté, je ne me sens pas très inspiré, et cette vidéo est déjà particulièrement longue. Je vous propose donc de vous retrouver au prochain épisode. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier, dont les noms sont affichés sur la droite de l'écran, avec un remerciement tout particulier à TheWorld91, Nayeza, Xavier, David et SpyProg pour leur soutien. N'oubliez pas de faire un tour sur Tipeee et Utip si vous en avez l'envie et la possibilité pour soutenir financièrement la chaîne. C'est grâce aux dons que toutes ces vidéos sont possibles et surtout qu'elles sont gratuites. A très bientôt pour le prochain épisode. Salut!